j'accueille Katia Lafaille. Katia Lafaille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la veuve de Jean-Christophe Lafaille, alpiniste, glaciériste, himalayiste de très haut niveau, disparu pendant son ascension du Makalu au Népal le 26 janvier dernier. Alors je dis disparu, mais comme si vous vouliez en avoir le cœur net. Vous êtes parti au Népal sur les traces de votre mari, vous êtes revenu il y a une 8aine de jours. Pourquoi être allé survoler la voie empruntée par votre mari, Katia ? J'avais besoin de visualiser l'endroit dans lequel il était, même si on était en contact régulièrement par téléphone et puis il m'envoyait aussi des emails avec des photos enfin de sa progression. J'avais besoin de visualiser cette montagne et puis de lui dire au revoir. Alors vous avez vu une petite tente jaune, toute seule, au milieu de nulle part, à 6900 mètres d'altitude. C'était son avant-dernier campement. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Le dernier était à 7600 mètres et les conditions étaient pas excellentes au niveau de la visibilité, donc on n'a pas pu voir au-dessus de 7000 mètres. Ouais, c'est tellement haut que les hélicoptères ne peuvent pas monter jusque-là. Et là encore, le pilote a fait un effort parce qu'il est allé à pratiquement 7100 mètres, alors que d'habitude c'est 6000, 6500. Voilà, oui. Alors c'est un voyage symbolique, évidemment, aussi symbolique que la petite tente que vous avez laissée là-bas, dressée au pied du Makalu, à 5000 mètres d'altitude. Une tente pleine de vivres, un petit peu comme si votre mari allait revenir, quoi. Oui. Ouais. Enfin, avec un réchaud, des sachets de soupe. Avec un réchaud, de la soupe, un duvet, une tente, et puis on s'est dit que si jamais c'était pas pour lui, ça pouvait peut-être sauver quelqu'un d'autre. Ouais. Alors Jean-Christophe Lafaille mesurait 1m61, il pesait 57 kilos, mais 57 kilos de muscles. Ouais. Il avait une force mentale absolument extraordinaire, votre mari. Et il avait tenté ce que personne n'avait jamais tenté avant lui, c'est-à-dire les 14 sommets de plus de 8000 mètres de l'Himalaya, en hiver, et seul, et sans oxygène. Absolument. En fait, ce projet-là, cette montagne, le Makalu, c'est le seul 8000 qui n'a pas été réalisé en hiver et qui se trouve au Népal. Et l'idée, effectivement, c'était de grimper, de tenter cette ascension en solitaire, en hivernal, et sans apport d'oxygène artificiel. Ouais, ouais. Et Jean-Christophe, on avait vraiment largement les capacités, parce qu'il y a une très très grosse préparation en amont. Il n'y avait pas non plus d'équipement préalable? Sur la montagne, non, c'était tout à fait du solitaire, dans un style le plus épuré possible. C'est ce qu'il cherchait, vraiment être dans un style très très léger, avec un minimum de moyens, et juste lui tout seul face à l'élément. Alors, le Makalu, donc 8463 mètres, était le 12e des 14 sommets qu'il devait grimper. Alors, lui, il recherchait les endroits où les secours étaient impossibles. Il recherchait cette sensation qu'on a au moment où plus personne ne peut venir vous secourir. Il disait que c'était une espèce de frontière qu'il dépassait. Et ce qui le fascinait, c'était de se dire qu'il y a un endroit encore où on ne peut pas aller chercher un être humain. On peut aujourd'hui, on déclenche une balise Argos, on fait plein de choses, on peut aller rechercher n'importe qui. Oui, un marin qui est au-delà, disait-il, des 40e rugissants, on peut encore aller le chercher, quoi. Voilà, et ce qui fascinait Jean-Christophe, c'est de se dire, moi je suis tout seul, avec mon sac à dos, avec mon équipement, et par moi-même, je choisis d'aller sur cette montagne, et puis si j'ai un problème, j'ai mon problème à moi, mais personne ne peut venir me chercher, et ça le fascinait. Ouais. Il disait, ces moments-là n'ont pas de prix. Oui. Il était dans un autre monde. C'est ce qu'il faisait vibrer en montagne, c'était le style, c'était complètement épuré, un engagement total, mais pas inconscient, parce qu'il y avait une énorme préparation toute l'année, et il attachait vraiment une grande importance à ça, parce qu'il savait très bien que l'Himalaya ne pardonne pas. Donc il avait une très très grosse préparation, et c'était pas suicidaire, c'était pas un projet suicidaire. Il allait au bout de lui-même, au bout de sa passion. Il est allé au bout de sa passion, oui. Alors, personne ne pouvait l'en empêcher, j'imagine que ni vous, ni ses enfants ne pouvaient lui dire « n'y va pas à papa », quoi. Non, puis c'était vraiment pas le but. Enfin, le but, ça a toujours été d'essayer de vivre le mieux possible cette passion ensemble, lui donner les moyens de faire ce qu'il aime, et en même temps, c'était notre travail aussi, et puis on avait trouvé vraiment un équilibre, et on était en osmose, là-dedans, donc Vous parliez tous les jours, par téléphone, quoi, avec le satellite. C'est extraordinaire. Alors,
Pourtant, il savait quand même, hein, il disait un jour ou l'autre, c'est mathématique, la montagne me gardera, quoi. Il avait dit, oui, la montagne me gardera, mais l'idée c'était d'arrêter avant quand même. Ouais. Donc on parlait du futur, on faisait des projets, on en avait plein, et puis après les 14 de se mettre plus de 8000 mètres, il m'a dit, bah, de toute façon je crois qu'en montagne c'est mathématique, et j'aimerais devenir vieux, j'aimerais voir mes enfants grandir, avoir des petits-enfants, et donc j'arrêterai la montagne et on fera autre chose. Il a disparu au moment où il allait arriver au bout, quoi. Ouais. Alors, avant cette ultime ascension, il avait enchaîné les montées et les descentes, ça s'était pas très bien passé, et chaque fois, il était repoussé vers le camp de base, il y avait du vent, il faisait froid, moins 40, moins 50, et il disait j'en ai marre de ces allers et retours pour rien. Ça se passait pas bien, quoi. Il avait attendu 6 semaines en altitude, dans des endroits où c'est pas facile de vivre, quoi. Non, mais ça se passe toujours comme ça en Himalaya. Ouais. C'est toujours beaucoup d'attentes, beaucoup de phases d'attente. Et cette année, lui qui avait du mal justement à attendre, j'ai trouvé qu'il gérait bien. Il avait bien structuré sa vie au camp de base et il s'occupait bien. Et ça, c'est l'Himalaya. C'est toujours des montées. Déjà, il faut acclimater son corps, il faut habituer son corps à la haute altitude. Donc, ça nécessite beaucoup de paliers, de monter vers le haut, de redescendre, de se reposer. Et ça, au-delà de ce projet-là, c'est l'Himalaya, donc c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est les relations qu'il avait avec les Népalais. Hein. Ça se passait pas très bien, il disait qu'il ne pouvait plus rentrer dans la cuisine. Finalement, son seul contact avec le monde extérieur, et c'est assez incroyable d'ailleurs, c'était vous à 12 000 km de là. Voilà, quoi. Ça, on se parlait 2 fois, 3 fois par jour quand il était au camp de base. Il avait besoin effectivement de l'échange. Au camp de base, il était isolé. Il avait 3 Népalais, 2 qui parlaient qu'au népalais et le 3e parlait anglais. Mais effectivement, il y a eu un blocage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il en a souffert. Alors le 27, il part vers le sommet. Avant, il part avec vous. Il est un peu énervé parce qu'il a mal réglé son réveil. Oui, je sais pas ce qu'il a fait. Il s'énerve avec sa montre parce que c'est le chrono qui s'est mis en route. Alors ça l'agaçait un petit peu. Et puis, il s'est levé, en fait, pour moi, heure française, c'était 21h30. Donc il se lève, et il était énervé avec sa montre, et il me dit, je me prépare et je te rappelle quand je pars. Et à minuit et quart, heure française, il m'a téléphoné pour me dire, bah voilà, je suis prêt, j'y vais, je te rappelle tout à l'heure. Et voilà. Il vous a jamais rappelé? Vous pensez qu'il est tombé dans une crevasse? Je pense que c'est un mauvais piège, quelque chose qu'il n'a pas pu voir, parce qu'il était extrêmement prudent. Et techniquement, pour quelqu'un comme lui, il n'y avait aucun souci au niveau de l'itinéraire, au niveau technique. Et je pense que c'est vraiment un mauvais piège de l'Himalaya qu'il a... Une crevasse, une chute de sérac, un truc comme ça, quoi. Est-ce qu'il n'a pas été tué finalement aussi par l'hypermédiatisation de ses aventures, Katia? Ah non, non, avec certitude, non. Il était très lucide, on était très lucide, et en même temps, il était complètement... il n'avait aucune pression, il subissait aucune pression. On a travaillé avec des médias, mais en même temps, il n'avait aucun contact avec les médias sur place. C'est moi qui les gérais. Il n'avait aucun contact, aucune pression par rapport à ça, et il était complètement serein. C'était vraiment un projet techniquement pour lui qui ne posait pas de problème. Au niveau des conditions, c'est l'hiver, il est tout seul, il n'y a pas de secours possible de toute façon. Les journées sont courtes et il fait froid. Il n'avait pas la pression des sponsors? Non. Aucune pression. Parce que ça coûte de l'argent quand même, une expédition comme ça. Ça coûte énormément d'argent, mais... 50 000 euros quand même. Mais ce que je veux préciser, c'est que dans la montagne, dans l'alpinisme, on a fait équipe ensemble parce que justement la montagne ne pardonne pas grand-chose et on ne voulait aucune pression. Les partenaires ont toujours été très clairs avec nous, nos sponsors. Ils ont vu rentrer des fois Jean-Christophe sans succès et ils l'ont toujours félicité. Il a eu presque plus, paradoxalement, de félicitations parce qu'il s'est renoncé. Et les sponsors étaient contents et les médias avec lesquels on travaillait également. Et il n'y a jamais eu vraiment aucune pression au niveau des médias ni des sponsors. Avant de partir, j'ai dit à Jean-Christophe, tu estimes tes chances de réussir ce projet-là à combien? Et il me dit, ben, moi je les estime à 65% en conditions hivernales et à 95% en conditions normales. On savait l'un et l'autre le travail que ça représentait, l'argent que ça représentait, parce que c'était difficile quand même à boucler un projet comme celui-là. Mais l'argent, le budget n'était en aucun cas une pression. C'était un choix. Il savait très bien que le projet, il y avait des chances qu'il rate. Le but, c'était pas de faire le forcing jusqu'à ce qu'il y ait un non-retour. Le but, c'était d'essayer de quelque chose qui se fasse plaisir, qui s'éclate dans ce qu'il aime faire. Et puis voilà. Et puis s'il rate, c'est pas grave. Vous allez faire quoi maintenant?
Maintenant, j'ai envie de continuer à le faire vivre. J'ai envie de... Il a écrit plein de choses. J'ai envie que le public puisse découvrir encore davantage qui était Jean-Christophe. Ouais. On a plein d'images, on a énormément de choses. Moi, j'ai beaucoup de choses à raconter aussi sur Jean-Christophe. J'ai envie de continuer à le faire vivre pour lui, pour les gens qui l'ont aimé, pour le public, pour sa famille, pour toutes ces choses-là. J'ai envie qu'il reste vivant. Vous êtes la bienvenue ici. Merci. Jean-Christophe Lafaye avait 40 ans.